Bonjour à tous. Je tenais déjà à remercier bien sûr le CNRD de cette invitation et le relais qui s'est fait avec Sabine de Bréméquer, avec qui on a l'occasion de travailler concernant cette thématique qui est la migraine et qui, comme elle vous l'a dit, est une pathologie très fréquente. Alors j'essaie de passer mes diapos, non ça doit être ça. Voilà, pardon. Alors, on m'a demandé de vous parler de la physiopathologie de la migraine. Et en 15 minutes, c'est court, sur une maladie qui existe depuis très longtemps. En effet, là, je vous ai repris quelques citations. Vous avez Voltaire, rien qu'avoir moussé le champagne, déjà la migraine me gagne. Mon mal de tête endormi s'est réveillé. Je ne sais en vérité si je devrais terminer cette lettre dans la position où je me trouve. Victor Hugo. Et nous avons Maupassant, la migraine qui broie la tête, rend fou, égare les idées et disperse la mémoire, ainsi qu'une poussière au vent. Donc vous doutez bien que ça date pas de... C'est pas une pathologie qui est récente, hein, qui a toujours existé. On retrouve des écrits dans des textes très anciens. Et donc, pour essayer de comprendre ce qu'était la migraine, il fallait déjà comprendre qu'il y avait des variations interindividuelles. On n'a pas tous les mêmes migraines. On n'a pas de modèles animaux, puisque l'animal, c'est compliqué qu'il vous dise « j'ai mal à la tête ». Initialement, il n'y avait même pas d'imagerie. Et donc, ce n'est pas une transmission monogénique, c'est-à-dire qu'on n'a pas maman était migraineuse, donc les enfants sont forcément migraineux ou pas, et en tout cas, ceux qui le sont ont forcément la même migraine. C'est ça qui est important, c'est-à-dire il y a une variabilité dans l'expression de la maladie. Donc finalement, au départ, ce qui a été beaucoup étudié, c'est le modèle de ce qu'on appelle la migraine avec aura. La migraine avec aura, c'est ce qui précède donc la migraine, l'aura, qui est souvent, dans 99% des cas, visuel, avec un scintillement, ce qu'on appelle le scotome scintillant. Ça peut être d'autres manifestations visuelles. Il peut y avoir des manifestations sensitives et éventuellement phasiques, mais je pense que Jérôme, qui va traiter la migraine et la pathologie en tant que les symptômes migraineux, voilà, excusez-moi, vous expliquera ça. Toujours est-il qu'on a commencé donc à étudier ce qu'on appelle la dépolarisation corticale envahissante, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment où on a une aura. Et ça, on a pu. Alors, on a le fameux dessin de Lashley en 1941 qui a fait une aura. Et comme il était neurologue, il connaissait parfaitement l'anatomie cérébrale, il a pu dessiner au fur et à mesure de son aura et modéliser un petit peu ce qui se passait dans le cerveau. Et de là est venue la notion de dépolarisation corticale envahissante, une dépolarisation des neurones, et qui a été enregistrée par la suite sur des souris, comme vous le voyez là sur cet électroencéphalogramme à ce niveau-là, où vous voyez une excitabilité et puis ensuite une dépolarisation prolongée. Donc on va avoir un phénomène positif. Et puis, au décours, on peut avoir cette dépolarisation prolongée, un phénomène négatif, comme on va imaginer, l'aura visuelle avec des scintillements, puis une personne qui va avoir une hémianopsie latérale homonyme qui ne verra pas dans un champ de vision pendant une période donnée. Donc, en étudiant ça, on a pu mieux comprendre ce qu'il en était concernant la migraine et surtout ce qui se passait après. Donc on a bien compris, après est venue l'imagerie, hein, là c'était les tout débuts, mais on a compris qu'il y avait une phase où on allait avoir une oligoémie, et puis une hyperémie, puis l'oligoémie qui va suivre et qui explique cette dépolarisation prolongée. Et on a fait aussi de l'imagerie fonctionnelle pour voir quel centre, qu'est-ce qui s'activait, qu'est-ce qui se passait au moment de cette aura. Et donc, de là, on a dit au départ qu'on avait une dépolarisation corticale envahissante, ça on l'avait enregistré, donc ça laissait place à un mécanisme douloureux. Mais comment ?
c'était un mécanisme douloureux vasculaire. Et on était sur l'inflammation dite neurogène qui expliquait la douleur migraineuse. D'où toutes les approches initiales qui ont découlé parfois de traitements, du hasard, de beaucoup de choses, comme toujours en médecine, mais l'aspirine, les anti-inflammatoires, les bêta-bloquants. Et finalement, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il en est d'une migraine sans aura. Parce que la migraine avec aura, c'est 10-20% des migraineux, mais tous les migraineux n'ont pas des auras. Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas finalement un autre mécanisme qui pouvait expliquer ces crises chez le patient qui avait une migraine sans aura? On a commencé donc à avoir plus de données de recherche fondamentale, d'imagerie, de biologie. Et on a en tout cas identifié ce qui se passe au moment de la crise. Donc au moment de la crise, douloureuse, j'entends, on va avoir... excusez-moi. On va voir donc une activation de ce qu'on appelle le système trigéminovasculaire. Le système trigéminovasculaire que vous voyez là, il va y avoir une projection efférente donc de la moelle cervicale qui va aller jusqu'au vaisseau, et vous avez des projections afférentes vers la partie caudale du noyau central, puis un deuxième neurone, des relais, et on va avoir un phénomène de ce qu'on appelle d'intégration au niveau donc du thalamus, puis du cortex. Donc, et ce qui est important, ça c'est dans les phénomènes de chronicisation, c'est les voies descendantes. Je ne suis pas habituée à les voies descendantes modulatrices qui permettent que la boucle, à un moment donné, s'arrête. Puisqu'une crise de migraine, c'est quand même assez particulier. Ça commence, et si vous ne la traitez pas, elle s'arrête comme elle est venue. Et ça aussi, ça peut paraître quand même assez mystérieux. Donc finalement, ce mécanisme de déclenchement de crise, il est à peu près cerné. On a compris l'inflammation au niveau des vaisseaux, d'où cette notion de pulsatilité au moment de la crise de migraine. Effectivement, les vaisseaux se dilatent, et cette approche qui a été pendant très longtemps uniquement vers l'aspect vasculaire de la migraine. Le message douloureux donc, est intégré au niveau noyau trigémo-thalamus. Et ce phénomène donc, de voie inhibitrice modulatrice pour empêcher normalement la chronicisation. Mais pourquoi la migraine survient finalement? Donc ça, c'est la boucle au moment de la douleur, vous aurez compris. Donc, comme je vous le disais, sur les modèles... Je ne vais pas y arriver. Sur les modèles animaux avec des dépolarisations corticales envahissantes, on peut les provoquer, occlusion de carotide, le phénomène d'oligomie, exposition au NO. Il y a différentes façons de les modéliser. On a aussi des modèles génétiques. Et puis, le problème, c'est le modèle spontané. Donc, demander au patient qu'il arrive dès qu'il a l'aura pour qu'on puisse l'enregistrer ou le prélever, c'est très compliqué, compte tenu que l'aura, elle va durer 30 à 60 minutes et la migraine, pas longtemps. Et la migraine va enchaîner derrière, mais elle va parfois durer que 24 heures. Et puis, qu'en est-il des migraines sans aura? Toutes les études qu'on a faites en imagerie sont souvent des crises déclenchées, et on n'est pas sûr que sur une crise déclenchée, on reproduise le modèle spontané de la migraine. En tout cas, on a quand même des activations claires que vous voyez là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, où on voit des centres qui s'activent. Alors, qu'est-ce qui s'active? On a le noyau salivaire supérieur qui, on sait, peut libérer le neurotransmetteur VIP qui va être à l'origine de vasodilatation, qui peut favoriser la survenue de signes végétatifs qui peuvent être présents dans la migraine, beaucoup moins que dans ce qu'on appelle la J vasculaire de la face. On va aussi avoir la substance grise périaqueductale qui va, elle, normalement donc, pouvoir favoriser l'inhibition des messages nociceptifs, mais sur les canaux, et notamment des canaux qui sont indépendants du GABA. Alors, je vous parle peut-être chinois, et surtout, là où ça va être un peu plus parlant, c'est ce fameux 5-HT1B1D qui est une des cibles identifiées il y a près de 30 ans pour les traitements par triptan, et qui sont des agonistes sérotoninergiques sur ce récepteur sérotoninergique. On a ensuite la partie rostroventrale. À nouveau, on retrouve le 5-HT1B1D.
On retrouve aussi des récepteurs opioïdes, mais ce n'est pas dans la migraine une cible qui est utilisée parce que déjà souvent ça ne fonctionne pas, et quand ça fonctionne, ça favorise la chronicisation. Et on a surtout l'hypothalamus. Ensuite, on en revient au thalamus, fait une intégration centrale des stimuli douloureux. Donc finalement, tout ça pour en venir aux neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la crise de migraine. Et je vous ai mis en gras ceux pour lesquels ça a conduit à des développements thérapeutiques. Le plus développé, puisqu'il existe déjà des commercialisations depuis 4 ans, c'est le CGRP. Le CGRP qui est très présent et qui a été mesuré, augmenté au cours d'une migraine. Donc on va chercher à l'inhiber via des anticorps sous forme injectable, sous-cutanée ou intraveineuse, voire des grosses molécules qu'on va appeler les GEPAN. Un autre cible en cours de développement avec des premières études prometteuses qui est le PACAP, qu'on retrouve aussi dans les fibres parasympathiques, mais je vous parle beaucoup plus des fibres du 5 puisque je vous ai expliqué ce circuit trigémino-cervical, trigémino-vasculaire, on l'appelle parfois par les deux noms. Et puis, comme je vous le disais aussi, la sérotonine pour les triptans. Et ça peut être des choses plus pour l'avenir, sur des rôles plus centraux qui nous manquent peut-être pour équilibrer les migraineux très sévères, chroniques, et pour lesquels on a beaucoup d'approches, surtout périphériques. Enfin, vous dire qu'il existe des migraines qui ont des mutations génétiques. On en connaît à ce jour 4, qui sont les migraines hémiplégiques familiales. Et comme on a pu identifier ces mutations, on a pu mieux comprendre un peu la physiopathologie, puisque vous voyez que c'est des canaux essentiellement et des transmissions neuronales qui vont être concernées. Vous le verrez mieux à ce niveau-là. Puisqu'on a des canaux calciques, on a la pompe ATP1, on a la pompe sodique, et là, au niveau PRT2, c'est au niveau de la terminaison neuronale, l'invagination qui est défectueuse. Toujours est-il que, à ce jour, ces modèles de migraine hémiplégique n'ont pas conduit, sont des modèles qui permettent d'imaginer ce qui peut se passer sur un cerveau migraineux d'un patient ayant une migraine hémiplégique. On n'est pas sûr qu'il se passe la même chose chez un patient ayant des migraines sans aura ou même avec aura, mais ça permet d'avoir des souris mutées, de faire de la recherche fondamentale et d'essayer d'avancer dans cette compréhension de cette pathologie qui reste à ce jour encore bien mystérieuse. On a donc ces 4 gènes identifiés, on est sur le modèle monogénique, mais finalement, on a identifié énormément de gènes qu'on dit de prédisposition avec des grosses études, des GIVAS, où on passe, on screen, et là, ça permet d'identifier des prédispositions génétiques, mais ça ne veut pas dire qu'on a un gène, mais ça peut aider sur la modélisation et la compréhension de la physiopathologie de la migraine. En conclusion, c'est une maladie complexe. Vous avez bien vu qu'on comprend à peu près bien maintenant ce qui se passe au moment de la crise de migraine, mais on a encore du mal à appréhender ce qui se passe au niveau du cerveau migraineux, du fait de ces variabilités, de marqueurs de maladies objectifs. Dans l'idéal, ça serait bien de pouvoir dire, vous avez cette migraine, je vous ai fait une prise de sang, votre taux de X, Y, je ne sais quoi, est élevé, vous, il est bas, donc non, vous avez un autre profil migraineux, mais ça, on n'en est pas encore là. Il faut savoir cependant que ça avance, ça a beaucoup bougé ces 20-30 dernières années, énormément, et on espère que ça va continuer pour la recherche et surtout pour les patients et avoir des traitements. Je vous remercie.